Bonjour, bonjour à vous. Je suis content de revenir sur ce jeudi de live. Ça me fait plaisir de vous avoir régulièrement, tous les jeudis, d'avoir un petit contact avec vous, en dehors des conversations qu'on peut avoir sur Facebook. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de, comment dirais-je, du son d'avoine, hein, puisque vous l'avez vu, mais de vous en parler de différents aspects. D'abord sur le plan personnel, comment je l'ai rencontré, comment il a changé ma vie, hein, parce que finalement c'est un personnage dans la vie de son avoine, et puis à quoi il sert, comment ça fonctionne, etc. Hein. Donc, je voudrais vous raconter comment j'ai découvert le son d'avoine, euh, et même avant de vous dire comment je l'ai découvert, je voudrais vous dire que le son d'avoine, c'était quelque chose qui était considéré comme un déchet depuis le Moyen Âge, depuis la nuit des temps, parce que l'avoine et le blé ont été découverts quasiment au moment où l'homme s'est installé dans la sédentarité et a commencé à cultiver des céréales et élever du bétail. Donc c'est quelque chose de très très ancien, et en général on ne mangeait pas le son d'avoine, on jetait le son d'avoine parce que c'était considéré comme un déchet. Bon. Et donc ça a duré jusque dans les années 80. En 80, il y a eu un travail qui a été fait par des Américains prouvant que le son d'avoine était utile pour lutter contre le cholestérol. Parce qu'aux États-Unis, le cholestérol était considéré comme quelque chose de destructeur, puisque les Américains ont toujours eu plus d'infarctus, de maladies cardiaques que les Européens. Donc le son d'avoine, il y a eu ce travail qui a été fait par des chercheurs californiens, et puis ça s'est su, et il y a eu ce qu'on appelle une mania du son d'avoine. Pendant une année ou deux, c'est très difficile de trouver du son d'avoine aux États-Unis. Et puis après sont apparus les comprimés, enfin les médications anti-cholestérol, et notamment les statines qui sont peut-être 100 fois plus actives que le son d'avoine. Donc le son d'avoine a disparu totalement dans les années 80-90, on n'en a entendu plus parler, 2000. Et moi, c'est là où je l'ai rencontré, et je l'ai rencontré assez bizarrement à New York au cours d'un congrès de cardiologie où je m'étais rendu, et on assistait, si vous voulez, à des conférences de cardiologie, et on était sur des gradins d'amphithéâtre qui ressemblent à ceux qu'on trouve dans les universités. Et assis à côté de moi, il y avait un médecin américain du Vermont qui frétillait et qui, toutes les 5 minutes, me tapait sur le bras en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Ces médicaments, c'est pas bon, ça fait mal au corps, c'est chimique, enfin bref. Et il me disait, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est le son d'avoine. Bon, et puis alors il avait toujours avec lui des paquets, il montrait ça à tout le monde, il prêchait pour le son d'avoine. Et pourtant il n'avait aucune relation ni commerciale ni scientifique avec. Bon, c'est un homme. Vous savez, dans le Vermont aux États-Unis, c'est un coin très 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 protégé, il y a beaucoup d'agriculteurs, etc. Donc voilà, c'était dans la tradition, c'est un médecin qui travaillait avec des gens du terroir. Et il connaissait très très bien son d'avoine. Et alors il aimait aussi le vinaigre de cidre. Il me disait qu'il fallait boire tous les jours une cuillère à soupe. Enfin bref, il me faisait ma leçon. Moi à l'époque, je connaissais rien de tout ça, donc j'écoutais avec des grandes oreilles. Et le dernier jour, on avait passé 2-3 jours à côté l'un de l'autre, on avait créé une sympathie. Et le dernier jour, il me dit, oh, tenez, prenez ce paquet de son d'avoine. Et moi, c'était un paquet assez gros. Et je me disais que dans mes valises, ça allait me gêner. Mais bon, il ne savait pas comment le faire. Donc je prends le paquet, je l'amène à l'hôtel. Et puis finalement, le dernier jour, je me suis dit, je ne vais pas jeter ce son d'avoine. Je le prends, je le mets dans mes valises et je l'emmène avec moi à Paris. Et puis ma femme qui m'aidait à faire mes valises, au retour, elle met ça dans un placard. Et un matin, ma fille me dit, papa, voilà, on n'a encore pas de farine à la maison, ça commence à devenir chronique. Bon, donc je dis, écoute, ma fille, on n'a pas de farine, c'est pas grave. Elle me dit, mais oui, mais moi j'aurais voulu que tu me fasses une crêpe ce matin, etc. Je dis, ce matin tu vas t'en passer. Et donc elle insiste, non, ça me fait. Bon.
et j'ouvre l'armoire et je vois ce paquet de son d'avoine. Donc je prends son d'avoine, je mets un peu de son d'avoine pour la satisfaire, quoi, dans du fromage blanc, je mets un œuf dedans, puis je bats tout ça, et puis je mets ça sur une poêle, et puis ça, un aller, un retour, comme le son d'avoine est assez spongieux, donc ça donne une sorte de... Ça faisait pas une crêpe, ça faisait un pancake, hein, une galette. Donc elle prend ça, et puis elle me dit au revoir papa, et elle prend la galette, à même sa main dans un petit papier corné, et elle s'en va à l'école. Et puis bon, à midi, elle m'appelle, elle me dit papa, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis avec mes copines au restaurant, d'habitude je suis un gouffre, j'avale tout, et puis là, je suis en panne, j'arrive pas à manger, j'ai pas faim. Elle me dit, ce serait pas le nombre ce serait pas tes galettes, ce que tu m'as fait ce matin, qui me ferait mal, ou qui me, je sais pas, j'ai pas faim du tout, ça me semble bizarre, je suis pas habitué. Alors je lui dis, ah ben, je ne sais pas, bon, peut-être que ça t'a coupé la faim, etc. Donc, et puis l'idée me trotte, puis j'en parle à une patiente, à deux patientes, je leur dis comment j'ai fait la galette, etc. Puis c'était ludique, ça leur semblait sympa. Et puis au bout d'une semaine, je vois qu'on en parle sur Internet. Et alors, à cette époque-là, il faut que je vous raconte comment j'ai connu les ancêtres des réseaux sociaux, puisqu'on est sur Facebook, je vais vous raconter ça. Un jour, je reçois une patiente nouvelle, et je lui demande, assez souvent c'était des personnes qui m'étaient envoyées par d'autres médecins, donc je lui dis, mais qui vous envoie à moi? Elle me dit Internet. Alors je lui dis, je ne comprends pas très bien, Internet, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Elle me dit quoi? Mais il y a un site Internet, et là, ils m'ont conseillé de venir vous voir. Ah, je dis, ah bon, elle me dit quoi, vous savez pas qu'il y a un site formidable, un forum, c'était à l'époque, c'était pas un site, c'était un forum. C'était sur forum sur aufeminin.com, il y avait des forums comme ça. Et je dis non, pas du tout. Et alors, donc le soir, je finis ma consultation, vite, je vais voir sur le forum et je vois, écoutez, je crois que c'est le plus grand souvenir de ma vie, je vois une équipe de, je sais pas, une cinquantaine de femmes qui sont là et qui font le régime du camp. Ah là là, alors moi, bon, j'étais heureux comme tout. Ça me touchait. Et puis alors elle se parlait, elle s'envoyait des messages, oui, c'était bon. Et qu'est-ce que tu as droit à ça? Alors il y avait toutes les demi-heures, il y avait quelqu'un qui disait merci de m'accepter, etc. Je voudrais. Bon, c'était un train en marche. Il y avait une modératrice qui était une femme de caractère, une femme âgée d'ailleurs, et alors elle les dérivait très très bien, elle les conseillait, elle connaissait mon régime mieux que moi. Donc, et alors, de temps en temps, elle se posait des questions. Et alors elle disait, oh là là, est-ce que tu crois qu'on a le droit à ça ou à ci, et quelle quantité, etc. Et moi, je rêvais de répondre, mais à l'époque, on n'avait pas le droit d'intervenir sur... enfin, nous, médecins, c'était très mal vu d'intervenir sur des forums Internet, c'était une diablerie. Donc, c'était pas comme aujourd'hui. Et donc, et alors, il y avait des filles, il y avait des pseudos, et je me suis dit, ben, je vais rentrer, je vais mettre un pseudo, et je me souviens, ce pseudo, à l'époque, c'était Admirator. Admirator parce que j'admirais ces filles, je trouvais qu'elles étaient formidables, elles avaient un entrain, elles étaient impliquées, elles avaient envie de rendre service, on sentait qu'elles étaient habitées par quelque chose qui les dépassait. Et donc, bon, je commence à répondre, elle pose une question, je dis, écoutez, voilà, bon, je répondais aux questions, et je répondais évidemment avec ce que je savais, et je savais beaucoup puisque c'était mon régime. Bon, alors les filles, puis au bout d'un moment, elles disent, mais comment vous savez tout ça? Alors je leur dis, ben écoutez, je suis médecin. Ah, vous êtes médecin et tout, etc. Je dis oui, je dis, pour brouiller les cartes, je dis, ben oui, je suis médecin, je vis aux États-Unis, mais je suis passé en France et j'ai acheté le livre du docteur Ducamp, et puis ça marche, donc je les conseille à des valeurs. Bon, donc, bon, les filles... oui, Admirator, puis chaque jour, c'était des questions supplémentaires, et chaque jour, je leur donnais des tas d'informations, mais assez bien construites, c'est vrai. Moi, j'aime bien les détails, donc je rentrais, alors, elles étaient contentes, et chaque jour, j'avais de plus en plus de questions, et moi, ça ne me dérangeait pas du tout de leur donner. Et puis un jour, un jour plus tard, beaucoup plus tard, il y avait une fille qui s'appelait Israëla. Je crois qu'elle était en Israël, elle vivait en Israël. Et elle me dit, docteur Ducamp, non, elle me dit, excusez-moi, Admirator, j'ai fait un gâteau pour vous et je voudrais vous l'amener. Alors je lui dis, Israëla, attendez,
comment vous voulez me l'amener? Moi, je suis aux États-Unis. Alors, elle me dit, oui, vous savez, il faut qu'on vous dise, admirateur, on sait que vous êtes le docteur Ducamp depuis longtemps. Mais on ne disait rien. Mais alors elle me dit, je sais où vous habitez, votre cabinet, je vais vous amener le gâteau. Oh là 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 là, c'était, je suis tombé des nues, finalement, il savait que j'étais... Bon, bref, je passe là-dessus parce que j'étais parti sur le son d'avoine. Et donc j'avais intégré dans ma méthode le son d'avoine pour faire une galette tous les matins. Je disais à mes patients, vous faites une galette tous les matins. Alors sur les réseaux sociaux, ça partait partout, ma galette. Moi je fais ma galette avec du gingembre, moi je fais ma galette avec du faux sucre, et moi je fais ma galette avec de la fleur d'oranger. Enfin bref, chacun avait sa galette, c'était formidable. Et bon, c'est comme ça que ça a commencé. Mais un jour, il y a eu une rencontre. Un jour, j'ai rencontré un homme exceptionnel, le patron de Monoprix, M. Philippe Houzé. Et je l'ai rencontré parce que sa nièce suivait mon régime. Elle me dit, oh, j'en ai parlé avec mon oncle, et ben voilà, il aimerait bien vous rencontrer. Donc, et j'avais pris rendez-vous avec lui. Alors, son bureau était au-dessus des Galeries Lafayette. Je ne sais pas si vous voyez les Galeries Lafayette, il y a un dôme au-dessus, un dôme pointu, très joli. Et donc, j'arrive le matin, je monte sa secrétaire me fait monter dans son bureau. Et alors, ce bureau, c'était fabuleux. C'était un énorme bureau. Et il y avait des fenêtres tout en dôme autour, si vous voulez, c'est circulaire. Et il y avait des grandes baies vitrées sur tous les toits de Paris. Et je trouvais ça extraordinaire. Et j'avais amené mon fils. Parce que mon fils était... Déjà, il commençait à vouloir travailler avec moi, etc. Et donc, on parle de choses et d'autres, du régime, de la vie, de la nutrition. C'était un homme cultivé, il voulait en savoir beaucoup plus. Tout ça, on parle de tout et de rien, de la vie. Et en partant, je me lève et j'allais mettre mon imperméable. Et puis, je ne sais pas comment est venue la conversation, je lui parle du son d'avoine. Et il me dit, attendez, monsieur Ducamp, qu'est-ce que c'est que votre histoire de son d'avoine? Ça me teinte dans l'oreille. Qu'est-ce que c'est que votre histoire de son d'avoine? Alors, je lui explique, je lui dis, son d'avoine, voilà, c'est ci, c'est ça. Mais il me dit, mais attendez, qui fait ça aujourd'hui? Qui vend du son d'avoine? Et j'ai dit, vous savez, c'est très très difficile d'en trouver. Il faut aller dans des petites boîtes, des herboristeries de province, ou même des petites boîtes de diététique perdues. C'est une course, tout le monde essaye d'avoir du son d'avoine. Mais il me dit, et la grande distribution? Je dis, bah non, la grande distribution. Et il me dit, vous ne pouvez pas m'en faire avoir? Je voudrais l'avoir dans mes magasins Monoprix. Alors, bref, à cette époque, je me suis renseigné et j'ai trouvé, alors il y avait du son d'avoine au Canada, il y en avait en Finlande, etc. Les meilleurs sons, c'était Canada, Finlande. Et donc, j'ai réussi à lui en trouver. Et alors, il m'a envoyé donc dans son service commercial. Et là, au niveau commercial, ils m'ont dit, bon, écoutez, on va en faire. Donc, ils ont commencé à en vendre. Et puis, les filles qui faisaient leur galette tous les matins, elles m'écrivaient en disant, Monsieur Ducamp, écoutez, vous comprenez, la galette c'est bien, c'est formidable et tout. Bon, il y avait quelques fanats, des gens qui adoraient ça, etc. Et puis, il y en a qui disaient, vous savez, tous les matins, 5 minutes. J'ai dit, bon, et vous ne pourriez pas essayer de trouver un moyen de le faire fabriquer, de le produire. Donc j'en ai parlé avec Monoprix. Monoprix m'a dit, bah, écoutez, oui, ça a l'air d'intéresser les gens. Écoutez, essayez de voir comment on peut. Trouvez-nous un fournisseur. Et alors là, j'ai commencé à chercher. Et je suis tombé sur un autre monsieur providentiel, monsieur Jarnoux. Monsieur Jarnoux qui était un crêpier breton, qui faisait des crêpes de père en fils. Et donc, je prends rendez-vous avec monsieur Jarnoux, je vais le voir en province. Et là, il me dit, bah, écoutez, c'est dur parce que le son d'avoine, ça bouche les gouges. Vous savez, les gouges, c'était les tuyaux dans lesquels arrivait la pâte mêlée, etc. Il me dit, ça bouche, c'est des rats, il va falloir élargir. Enfin bref, je vous passe les détails. Et un jour, on arrive à le faire. Donc, je passe les 3 derniers jours avec eux. On commence à goûter. C'est pas assez mou, il y a trop de ferment. Enfin bref. Et on finit par avoir, je rentre à Paris avec mes échantillons. Et donc, je vais voir Monoprix. Je leur dis, j'ai trouvé, etc. Alors, ils goûtent, ils disent, c'est bien, etc. Alors, ils disent, écoutez, alors je leur dis, bah, écoutez, voilà, la France attend, ce serait bien que vous lanciez ça. Oh, il me dit, monsieur Ducamp, vous savez, on a je ne sais plus combien de milliers de magasins, on va commencer par 50 magasins de la région parisienne. Ok, il dit, ben, c'est très bien. Donc il me dit, on commence. Et
il envoie ça dans les 50 magasins. Et moi, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai commencé à dire à tout le monde, il y en a chez Monoprix. Et je n'ai pas pensé à dire que c'était la région parisienne. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, un tonnerre de Brest, si vous voulez, Monoprix m'appelle, 3 jours après en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, dans tous les coins de France, on veut des Vos-Galettes, il y a un type de pot qui a pris la voiture, qui a fait, je ne sais pas, 80 km pour aller à Albi, ou je ne sais plus, il en a pas trouvé, il est rentré, il était en colère, il nous a téléphoné, alors il nous a dit, arrêtez d'en parler, etc. Je leur ai dit, c'est peut-être mieux que vous fassiez passer les galettes en national. Oui, 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 mais vous savez, la distribution, c'est une grosse machine, on ne peut pas faire ça comme ça. Bref, c'est comme ça que finalement, il y en a eu partout en France, et on a vendu des millions, il y a des millions de galettes de vendues, c'était invraisemblable. Voilà, donc voilà comment est né mon destin dans la grande distribution, dans la fabrication, etc. Et puis, avec le temps, avec le temps, on a commencé à me dire, ah mais si, oh, ce serait tellement bien d'avoir des biscuits. Vous ne pensez pas que, parce qu'il y avait des femmes très bonnes cuisinières avec beaucoup d'imagination, etc. et de créativité, elles avaient fait des biscuits. Alors elles en parlaient, j'ai fait des biscuits, c'est formidable. Mon fils en prend, ma fille en prend, tout le monde aime les biscuits au son d'avoine. Ils sont croquants, ils sont trucs. Bon, et on commence à me dire, Monsieur Ducamp, est-ce que vous ne pourriez pas faire en sorte qu'on ait des biscuits? Alors c'est comme ça que j'ai commencé, puis j'ai trouvé, là encore, en Alsace, un monsieur qui fabriquait des biscuits. Bref, voilà, je vous raconte tout ça parce que je ne sais pas si ça vous intéresse, mais enfin moi ça m'intéresse. Et attendez, je crois qu'il y a des questions qui sont posées. Qu'est-ce que c'est? Alors, 3 personnes, d'accord. Elisabeth, Nathalie, Raquel, voilà. Ah donc on me dit, vous êtes là, je suis content que vous soyez là. S'il y a des questions, vous me le dites, parce qu'en noir et blanc, je vois rien du tout sur votre téléphone. Donc, et c'est comme ça qu'est né un circuit de fabrication qui aujourd'hui existe à l'international. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a en Italie, enfin bref, j'en suis très très heureux, très fier. Alors maintenant, je voudrais vous dire comment agit le son d'avoine, parce que ça maintenant, on entre dans le côté technique. Pourquoi le son d'avoine? Je m'y suis tellement intéressé, et pourquoi et comment ça marche? Alors, le son d'avoine a 3 grandes caractéristiques qui font de lui un grand produit, un produit très nutritionnel. Le premier, c'est son pouvoir d'absorption. Lorsque le son d'avoine est capable d'absorber jusqu'à 20 fois son volume d'eau. Donc une cuillère à soupe de son d'avoine qui pèse 15 grammes peut se transformer, si vous buvez suffisamment, en une boule de 300 grammes dans l'estomac. Vous imaginez une boule de 300 grammes dans l'estomac, c'est pas rien, et ça cale. Donc ça remplit l'estomac, ça fait ce qu'on appelle une réplétion, et cette réplétion agit sur la satiété, sur le rassasiement. Donc avant de commencer, si vous avez un gros appétit, avant de vous mettre à table, vous prenez du son d'avoine, vous buvez bien avec, et là, vous avez l'équivalent d'un ballon dans l'estomac. La deuxième caractéristique intéressante du son d'avoine, c'est sa viscosité. C'est-à-dire que comme elle absorbe beaucoup d'eau, quand elle arrive dans l'estomac, c'est un peu collant, mais après le passage à l'estomac, elle arrive dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un tuyau qui fait à peu près 10 mètres de long, qui est une sorte de tapis roulant dans lequel les aliments décomposés, parce que les aliments doivent être décomposés pour être séparés pour être sous leur forme élémentaire. Les protéines arrivent sous la forme d'acides aminés, c'est-à-dire on ne peut pas les décomposer plus loin. L'huile, le beurre, la graisse, les lipides arrivent décomposés sous forme d'acides gras, et les glucides, les féculents, le sucre, etc., doivent être décomposés en molécules de glucose. Si elles ne sont pas à cet état-là, elles ne peuvent pas passer dans le sang. Il y a une sorte de filtre, ne peuvent passer dans le sang que les éléments fondamentaux primaires. Si vous ajoutez 3 acides aminés collés qui ne peuvent pas se détacher et que vous les faites passer dans le sang, vous créez un choc anaphylactique grave. Donc voilà, il faut que ça soit désintégré. Et lorsque ces éléments désintégrés arrivent dans le tuyau où ils vont passer dans le sang, c'est là, la vocation, c'est
tapis roulant, et les aliments rentrent dans le sang. Et c'est comme ça que vous vous nourrissez. Et à ce moment-là, le son d'avoine qui est mêlé aux aliments, par sa viscosité, va coller. Alors vous avez une molécule de son d'avoine, et puis ça va coller une autre molécule d'acide gras, coller une molécule de glucides, coller, et ainsi de suite. Ce qui fait que ces molécules, tout ce qui est capté par une particule de son d'avoine ne pourra pas passer dans le sang, parce que le son d'avoine, lui, n'a pas vocation à passer dans le sang. Le sang humain n'accepte pas le son d'avoine, et donc le son d'avoine continue sur son petit train-train, arrive dans le gros intestin, et finalement finit dans les matières fécales, finit dans les selles. Donc, vous avez un énorme, enfin non, pas un énorme, vous avez un bon bénéfice, c'est-à-dire que quand vous mangez 100 calories et que vous prenez du son d'avoine avec, eh bien vous éliminez 3%. À chaque fois. Hein, donc ça peut cuber sur une journée, c'est pas énorme, ça va faire 20, 30, 35 calories, mais ramener à l'année, c'est énorme. Voilà, donc ça a un énorme intérêt. Et puis, il y a un troisième élément, c'est justement que cette désintégration du son d'avoine, le son d'avoine est un glucide, mais un glucide dont les parties sont tellement... Imaginez un Lego. Hein, les Legos sont intriqués les uns des autres, ou un puzzle, et ils sont très, très, très collés, tellement collés qu'on n'arrive pas à les dissocier. Le corps n'arrive pas, l'acide chlorhydrique de l'estomac et les enzymes de l'intestin et la bile, etc., n'arrivent pas à les séparer. Ce qui fait que elle pourrait se décomposer en glucose, mais elle ne peut pas le faire. Donc, et elle le fait extrêmement lentement, et pas dans le premier intestin, dans le deuxième intestin. Donc, les molécules issues du son d'avoine passent dans le sang. D'abord, une partie passe, et passe très, très, très lentement. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous en souvenez, ce qui passe, les sucres, le glucose qui passe lentement dans le sang, n'arrive pas à atteindre un niveau où elle a besoin d'insuline pour le transformer en graisse. Elle passe tellement lentement, comme une sorte de goutte à goutte, vous savez, comme dans les perfusions, à des petites quantités tellement faibles que le corps a le temps de les brûler, de les consommer comme un carburant, hein, parce que le corps vit du sucre. Donc il n'y a pas d'insuline, et donc pour essayer de faire partir ce glucose, qui est en toute petite quantité, pas d'insuline, ce qui fait que le glucose n'est pas transformé en graisse. C'est ça le processus fatal, c'est que l'insuline prend les sucres en excès et le transforme en graisse. Donc voilà les trois grandes qualités du son d'avoine, et c'est pour ça que je me bats. Si vous voulez, j'ai axé une partie de ma vie, d'abord je l'ai découvert, j'en suis très fier, c'est quelque chose qui n'existait pas. Je me souviens très bien du jour où je cherchais du son d'avoine, j'avais rencontré un monsieur formidable, un monsieur qui s'appelait monsieur Mecker, et qui était le patron, qui est toujours d'ailleurs le patron du Moulin des Moines. Allez sur internet, vous allez trouver dans Moulin des Moines, c'est le roi du bio, ils vendent toutes sortes de choses. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit mais monsieur Ducamp, vous savez que le son d'avoine, grâce à vous, est devenu un produit de consommation courante, mais vous avez fait monter les prix du son d'avoine de manière extravagante. Parce que moi, il y a quelques années, avant que vous n'arriviez, on se servait du son d'avoine pour faire chauffer, on le brûlait comme un carburant, pour faire chauffer les cuves dans lesquelles on faisait des flocons d'avoine. Parce qu'à l'époque, on nourrissait les enfants avec des flocons d'avoine, et le son d'avoine, on le jetait, ou on le donnait, voilà, ou on le mettait dans les chaudières. Vous vous rendez compte, on brûlait du son d'avoine pour en faire de la chaleur. Et donc, voilà, donc, pour vous dire que le son d'avoine, j'y tiens énormément, et je pense que c'est un aliment qui va prendre de plus en plus d'importance, parce qu'on se rend compte que la farine de blé aujourd'hui, c'est quelque chose de très très dangereux. Hein, pas à petite quantité, bien entendu, pas en consommation modérée, mais quand on mange, par exemple, surtout des farines qui sont transformées, qui sont utilisées par l'industrie, qui sont décomposées. Et ce sont des farines qui ont été tellement modifiées par les agriculteurs sous la pression des producteurs. On leur a dit on veut changer, etc. Donc on a fait des croisements, on a fait des mixages et quasiment des transformations génétiques de manière à avoir un blé qui soit très très facile à réduire en poudre, en farine. Et ce blé et cette farine qu'on a obtenue, elle rentre dans le sang à une vitesse extraordinaire, et elle est implosive justement parce qu'elle fait sécréter de l'insuline, et que cette insuline transforme ce sucre qui passe très très vite dans le sang en graisse. Et c'est comme ça qu'on grossit.
Voilà. Donc, pour finir, j'aimerais vous dire qu'il faut faire une grande différence entre le son d'avoine et les flocons d'avoine. L'avoine, c'est une céréale. Vous avez une graine d'avoine, comme vous avez un grain de blé, et ce grain d'avoine de blé est entouré par une enveloppe qui le protège. C'est une enveloppe fibreuse. Cette enveloppe fibreuse, c'est le son d'avoine, riche en bêta-glucane qui protège le grain d'avoine comme il vous protège aujourd'hui. Hein. Donc le son d'avoine a des facultés, a des propriétés que le flocon n'a pas. Le flocon d'avoine, c'est quasiment de la farine de blé. C'est aussi pénétrant dans le sang et avec une aussi grande vitesse que la farine de blé. Donc méfiez-vous, n'achetez pas des flocons d'avoine, c'est moins cher bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Hein. Le son, c'est bon, le flocon, c'est grossissant. C'est pas mauvais, mais c'est grossissant, ça ouvre la porte au diabète, etc. Alors, il y a aussi une différence à faire entre le son d'avoine et le son de blé. Ne mélangez pas. Le son d'avoine, c'est l'écorce du grain d'avoine, et le son de blé, c'est l'écorce du grain de blé. Alors vous me direz quelle différence? Il y a une énorme différence. Le son d'avoine est plein de fibres solubles, et c'est cette solubilité qui lui permet, sans l'absorption, permet de gonfler comme une éponge, parce qu'il est soluble, c'est lui qui lui donne aussi sa viscosité, alors que le son de blé est rempli de fibres insolubles, c'est-à-dire que l'eau ne pénètre pas dans... Alors, ce son de blé, il est dur, et quand il arrive dans l'intestin, il est un peu irritant, parce qu'il est dur, et qu'il n'est pas mou comme la pâte qui est faite avec le son d'avoine. Et ce défaut ou cette qualité, peu importe, de sa dureté, fait qu'il frotte contre la paroi du gros côlon et qu'il active la motricité, il l'irrite et qu'il active la motricité du côlon. Et cette motricité du côlon activée améliore la constipation. Lorsqu'on est constipé et qu'on mange du son de blé, eh ben, on va plus facilement à la selle qu'avec du son d'avoine. Le son d'avoine, c'est plus doux, c'est bon pour activer le tractus intestinal, mais lentement, alors que le son de blé, quand vous en prenez suffisamment, vous y allez de manière soutenue. Hein. Voilà. Donc, j'en ai fini avec mon son d'avoine. Maintenant, j'aimerais bien répondre à quelques questions. Alors, personne vous dit bonjour docteur, y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour manger du son d'avoine? Alors, 20 personnes, je réponds à votre question. Oui, il y a, ça dépend. Moi, j'aime bien, pardon, excusez-moi, j'aime bien prendre le son d'avoine, parce que moi j'en prends. Le son d'avoine, j'aime bien en prendre le matin au petit déjeuner. Alors, moi je le fais, oh, boum, boum, je le fais en galette. Hein, je le fais en galette. Enfin, je le fais, c'est ma femme qui le fait, mais parce que si elle m'écoute, elle va se dire c'est un petit menteur. Et donc, je le fais en galette. Je pense que c'est bien un petit déjeuner parce que ça vous permet de traverser la matinée sans avoir de faiblesse. Parce que c'est quand même, attention, il faut que vous compreniez que le son d'avoine, c'est quand même un glucide. Et, vous savez, vous connaissez le proverbe « tous les chemins mènent à Rome ». Eh bien, tous les glucides mènent au glucose. Mais la différence entre les glucides, c'est que certains arrivent très vite à Rome et d'autres prennent le chemin des écoliers. C'est très, 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 très long. Et c'est ça la qualité majeure du son d'avoine, c'est qu'il est long à arriver dans le sang. Donc, si vous le prenez le matin, au petit déjeuner, vous en prenez, ça dépend, hein. Si vous êtes en phase d'attaque, c'est 1,5 cuillère le matin pour faire votre galette. Si vous êtes en croisière, c'est 2 cuillères à soupe. Si vous êtes en consolidation, c'est 2,5. Et si vous êtes en stabilisation, c'est 3 et plus. Après, vous pouvez en manger librement autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite à la consommation du son d'avoine. Voilà. Sinon, si vous avez un gros appétit, je vous conseille de le prendre juste avant le repas. Si vous avez un repas vraiment où vous avez l'habitude d'avoir très très faim et de manger beaucoup, si vous avez un repas familial, etc., vous prenez 1 cuillère ou 2 à soupe de son d'avoine et vous buvez derrière, je sais pas, 1/3 de litre. Et là, alors là, vous avez dans l'estomac une sacrée boule et vous ne risquez pas de faire de très très gros écarts. En tout cas, vous êtes en disposition pour résister. Voilà. Alors, Sabrina, je vous dis bonjour. Je suis tellement content de converser avec vous sur Internet. Je vous adore. Vous êtes
adorable. Et donc, eh ben, écoutez, oui, alors, un gros bisou pour vous, Sabrina. Quelqu'un me dit, il n'y a pas de limite, ça ne fait pas grossir le son d'avoine. Non, le son d'avoine ne fait pas grossir parce que, par définition, il y a des limites. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a tellement. Si vous en prenez, admettons, allez, 5 cuillères à soupe, et que vous buvez 5 cuillères à soupe, ça va vous faire une boule d'1,5 litre dans l'estomac, d'1,5 kg. C'est énorme. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes limité par rapport. Ou alors vous pouvez en prendre tout au long de la journée, mais moi ça ne me dérange pas. Merci beaucoup, docteur. Vous me dites. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Alors, il y a autre chose? Oui, il y a Raphaël qui vous demande comment lutter contre la graisse après une perte de poids. Alors, Raphaël, oui, alors vous me dites quelle est la quantité maximum? Non, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Comment lutter contre la graisse après la perte de poids? Comment lutter contre la graisse après la perte de poids? Je ne comprends pas très bien la question. Une fois après une perte de poids, on n'a plus à lutter contre la graisse. Ou alors vous me posez la question de savoir comment ne pas regrossir. Si c'est la question, elle est simple. Ma méthode se divise en 4 phases. Une fois que vous avez maigri, vous avez fait les 2 premières phases. Vous êtes arrivé à ce que j'appelle le juste poids et vous entrez dans la 3e phase qui est une phase de consolidation. Je l'ai décrite la semaine dernière. C'est une phase dans laquelle on mange beaucoup de choses, énormément de choses. On ne peut pas appeler ça un régime puisque vous mangez des protéines, vous mangez des légumes, vous mangez des fruits, vous mangez du pain, vous mangez du fromage, vous mangez des féculents et vous avez 2 repas de gala par semaine. Donc c'est plus du tout un régime, mais c'est une fortification, c'est une digue pour éviter le retour brutal de la tempête, parce que quand vous avez fini un régime, votre corps a envie de revenir. Je vous ai parlé du yo-yo, hein, le yo-yo, c'est quelque chose qui est en nous. Ça fait partie du système humain et animal. Si vous voulez, quand un animal, mais quand un lion maigrit parce qu'il n'y a rien à chasser, le jour où il attrape une antilope, d'abord il la mange entièrement, et puis deuxièmement son corps va pomper pratiquement tout ce qu'il peut prendre. Donc c'est un mécanisme naturel. Hein, et c'est pas yo-yo, ça a été inventé par les journalistes, c'est un truc marrant, c'est pas vrai. Le yo-yo, dès que vous avez maigri, que vous êtes malade par exemple, vous avez une maladie, vous avez la grippe, vous avez une sacrée grippe, vous pouvez perdre 3-4 kilos, et ben, les 3-4 kilos que vous avez perdus avec la grippe, croyez-moi, vous allez les reprendre très vite, dès la convalescence. Donc ça, il faut bien le savoir. Alors, ne pas reprendre. Tout de suite après, il y a une tentative du corps de revenir à son poids, et c'est là où il faut quelque chose qui soit très protecteur. Une fois que vous avez passé une période qui est dure, 10 jours par kilo, vous avez perdu 10 kilos, et bien pendant 100 jours, il faut que vous soyez prudent, que vous soyez dans la consolidation. Et je vous ai dit que la consolidation, c'est un système d'alimentaire que les hommes auraient rêvé d'avoir pendant les 200 000 ans de la durée de l'espèce, jusqu'à il y a 50 ans, jusqu'à la dernière guerre, les gens auraient aimé, à part les nobles ou à part quelques gens très riches qui c'est ce qu'ils voulaient, les gens auraient rêvé d'avoir ce qu'on mange dans mon régime de consolidation. Bon, une fois que vous avez fini, après il y a une journée par semaine pour vous protéger de la graisse. Hein? Voilà, c'est qui m'a posé cette question? Raphaël. Hein, voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Alors quelqu'un me dit, bonjour monsieur, pouvez-vous nous parler de votre régime escalier en détail? Et nous, qu'est-ce qu'il y a après? Et nous donner des conseils, et en cas d'écart, comment faire? Alors l'escalier. J'ai créé mon régime avec mes patients, en tête à tête, face à face, dans un cabinet de consultation où je me trouvais en tête à tête avec quelqu'un qui venait me voir, qui payait sa consultation, qui prenait un rendez-vous un mois avant parce que je ne pouvais pas en donner beaucoup plus tôt. Donc il faisait un effort. C'était des femmes et des hommes très motivés. Donc ces gens très motivés, bien encadrés, je savais que je pouvais leur demander de faire un vrai effort. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon régime, qui est un régime, je dirais pas sévère, mais c'est un vrai régime, un régime de combat avec lequel on a des résultats rapides. Et moi, je compte sur ces résultats rapides parce que je demandais toujours à mes patients de m'appeler à la fin de leur phase d'attaque. Et alors, ils me rappelaient, alors les uns c'était 4 jours, 5 jours, 6 jours, et ils me rappelaient en me disant, mais docteur, c'est formidable, vous vous rendez compte, j'ai perdu 3 kilos, j'ai pas... bon, voilà. Et ça, c'est très motivant. Et l'effet euphorisant produit par cette phase d'attaque dure très longtemps. Donc voilà. Mais c'est un régime assez difficile. Je ne peux pas dire que ce soit un régime facile. Mais d'un autre côté, vous avez des bons résultats. Alors,
Après, j'ai écrit des livres. Et ces livres, c'était plus des patients que j'avais, c'était des lecteurs. Alors, les lecteurs, ce ne sont pas des patients, ce sont des gens qui lisent votre message à travers un livre. Donc, il n'y a pas, comment dirais-je, l'effet personnel, l'effet placebo du médecin qui vous dit faites ça, faites ci, etc. Bon. Moi, je me souviens, par exemple, je disais aux gens, à un certain moment, je leur disais bougez, faites de l'exercice. Oui, docteur. Je l'ai revoyé un mois après. Alors, vous avez bougé? Ah, très peu. Ah, c'est comme ça. Alors, je prenais une feuille de papier, une ordonnance, et j'écrivais. Tous les matins, à 11 heures, je leur demandais l'heure où c'était possible, tous les matins à 5 heures, faites 35 minutes de marche. Eh bien, ils le faisaient. Parce que c'était écrit avec mon stylo et mon encre. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez, le lecteur, lui, ben, il vous lit, alors bon, certains faisaient exactement ce que faisaient les patients, les gens très motivés, et puis d'autres m'écrivaient en me disant, docteur, c'est un peu difficile, j'arrive pas, c'est difficile, bon. Et puis, je recevais des mails, je recevais des courriers, faites-nous quelque chose de plus facile, faites-nous quelque chose de plus facile. Et puis, mais ma philosophie, ça a toujours été la même. Si vous voulez, non au sucre, ça a toujours été, depuis le début. Si vous voulez. D'ailleurs, je me suis fait beaucoup d'ennemis, parce que aujourd'hui ça va bien, parce que c'est redevenu, les gens le savent, mais à l'époque, je vous parle de ça dans les années 70, 75, 80, les marchands de sucre étaient tellement opposés, il y avait les lobbies étaient tellement forts, que personne n'imaginait que le sucre pouvait être mauvais. Hein, aujourd'hui, ça vous paraît bizarre, mais dans les années 70-80, le sucre, c'était un produit formidable. Tout le monde voulait du sucre. Bon, et donc, je me suis dit, bon, moi, les protéines et les légumes, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Et donc, je me suis dit, ben, le lundi, je vais leur donner un jour de protéines, pas plus. Le mardi, eh ben, je vais leur ajouter les légumes, donc ils seront en croisière. Et puis après, j'ai commencé à décomposer. Alors mercredi, je vais ajouter les fruits, puis ça se présentait bien. Puis après, le jeudi, eh ben, je vais ajouter 2 tranches de pain complet ou intégral. Ça se présentait bien, c'est monté comme ça. Moi, j'étais content parce que chaque jour, je leur apportais quelque chose de nouveau. Alors j'étais content, c'était le Père Noël, chaque jour il y avait un élément nouveau, je leur amenais un jeu nouveau, c'était gimmick. Et puis le vendredi, c'était le fromage. Ah, le fromage, vous vous rendez compte, formidable, etc. Le samedi, c'était le féculent, c'était des pâtes, des pommes de terre, c'était du riz, enfin pommes de terre pas trop, mais c'était des pâtes, ou c'était des lentilles, ou c'était du maïs, etc. Et puis le dimanche, je leur disais, allez, le dimanche, allez, on finit la semaine, un repas de gala. Et voilà comment s'est construit la méthode de l'escalier. Ça, c'est comme ça que ça a démarré. Alors, vous donnez des conseils. La première semaine, d'abord, personnellement, si vous avez plus de 10 kilos, je vous conseille de faire la méthode originale, la dure. Si vous avez 15 kilos, c'est 15, 20, 30, 40 kilos. Vous savez que moi, j'ai souligné des gens qui avaient jusqu'à 100 kilos. Donc, dès que vous avez plus que 10 ou 15 kilos, je vous conseille de faire sinon, ça dure un peu trop longtemps. Si vous avez moins de 10 kilos, c'est possible. La méthode de l'escalier, si vous vous sentez moyennement motivé, si vous avez envie de passer le week-end avec des amis, si le samedi vous avez envie de vous faire un bon plat de pâtes et le dimanche de faire un déjeuner ou un dîner en famille avec un repas de gala, c'est sympa quand même. Hein. Repas de gala, je vous rappelle que vous avez une entrée libre, un plat libre, un dessert libre, un verre de vin. Bon, c'est bien. Donc voilà. Et donc la première semaine, si vous avez 7, 8, 9 kilos à perdre, vous allez en perdre 1,1 kg, 1,2 kg, parfois ça dépend de ce que vous mangez avant, si vous êtes un gros mangeur ou pas. La deuxième semaine, vous passez 1 kg ou 900 grammes, et puis après vous bloquez aux alentours de 800 grammes chaque semaine. Donc vous voyez, on maigrit un peu moins vite qu'avec la méthode dure, mais on maigrit. Alors, des conseils, bah oui, les conseils, c'est simple, hein, c'est facile. Quand vous avez protéines, bah, vous avez toute la gamme des aliments protéinés. Vous allez sur Internet, vous trouvez tous les plats. Vous allez sur ma box, vous trouvez des vidéos dans lesquelles il y a, je sais pas, il doit y avoir 200 vidéos de recettes. Il y a des recettes de protéines et de viande, de poisson, de poulet, de tout. Hein. Et puis, quand il y a des légumes, alors les légumes c'est encore mieux. Hein. Tous les légumes sont autorisés. Et je vous rappelle que protéines c'est autant que vous voulez et que légumes c'est autant que vous pouvez. Plus vous mangez de légumes, et mieux vous maigrissez. Donc, vous voyez, et même pour l'avenir, quelqu'un qui aime les légumes ne fera jamais un vrai obèse. Voilà.
Et puis après, ben, les fruits, vous faites des compotes, vous faites, enfin, quand il y a le pain, ben, vous faites le pain complet, vous faites des sandwichs, vous faites des tranches grillées, vous faites avec du son d'avoine, enfin il y a mille choses. Hein. Et puis il y a un livre, hein. Il y a un livre, il y a même il y a des sites, des personnes qui font des sites sur l'escalier nutritionnel, vous pouvez le trouver. Moi je vous le conseille, hein. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas une envie démente de faire un régime fort, si vous n'êtes pas un ascète, si vous n'êtes pas un stoïcien, bon. Il y a la même personne vous demande justement si on ne peut pas faire un régime avec du pain de seigle parce qu'elle a que 5 kilos à perdre. Avec du pain de seigle. Bah écoutez, oui, vous, c'est qui? C'est la même personne, oui. La même personne Le pain de seigle, vous pouvez l'avoir ben, dès le mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oui, pain de seigle, bien sûr. Pain complet, pain de seigle. Oui, c'est bien le pain de seigle. J'aime bien le pain de seigle parce que la farine de seigle n'a pas été aussi maltraitée que la farine de blé. Et enfin, une dernière question. Audrey vous demande est-ce que je peux manger des légumes qui ont cuit au four avec un poulet et qui est donc à mijoter avec la graisse du poulet? Alors, c'est Audrey, vous me posez la question des légumes qui ont mijoté dans la graisse de poulet. C'est un peu limite. Ce que je vous conseille, c'est de faire les légumes séparés, de faire votre poulet avec le jus. Vous sortez le jus, hein, vous prenez le jus bien à part, vous mettez ce jus dans un bol et ce bol vous mettez au frigo. Et une heure après, vous avez dans le haut du récipient une couche de graisse qui ressemble à de la cire qui est dure et avec une cuillère, vous l'enlevez d'un coup de cuillère et tout le reste, il n'y a pas de matière grasse. Toute la graisse est montée et a été nettoyée. Hein, donc c'est quasiment du zéro matière grasse. Et avec ça, moi je m'en sers à la maison pour donner du goût aux légumes. Hein, vous pouvez l'utiliser, mais baignant dans le gras du poulet, franchement, je ne vous conseille pas. Et enfin, il y a quelqu'un qui vous dit vous êtes le Pierre Bellemare des régimes, j'adore vous écouter, raconter vos histoires et anecdotes. Ah, ben merci. C'est qui? C'est Astrid Maris. Astrid Maris, merci d'être avec moi. Ah oui, alors cette semaine j'ai eu des attaques sur Ducamp à mes côtés, sur le site où vous êtes. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues me dire c'est des saloperies, des injures. Ça ne me fait pas plaisir. Alors franchement, si vous pouvez me défendre, je serais bien content. Il y a des gens qui disent cet homme devrait aller en prison, il a tué. J'ai tué personne, j'ai sauvé des vies, j'ai jamais tué personne. Il y a des gens qui sont vraiment invraisemblables. Hein, je sais pas, ils sont méchants, je sais pas pourquoi ils sont méchants comme ça. Probablement parce qu'ils sont malheureux, mais c'est pas une raison, hein, si vous voulez. Alors, en ce qui concerne le rein, il y a des gens qui me posent des questions sur le rein en me disant oui, votre régime fait mal au rein. Pas du tout, pas du tout. C'est faux de chez faux. Hein. Si vous voulez en avoir le cœur net, hein, s'il y en a une d'entre vous qui a 5 minutes à perdre, elle appelle dans un service de, je sais pas, de néphrologie. Le service de néphrologie, c'est le service où on s'occupe du rein. On est spécialisé dans le rein, dans le rein, dans le rein. Et vous téléphonez, vous dites, voilà, je suis normal, je voudrais faire un régime. Est-ce que le fait de manger des protéines peut abîmer mes reins? Eh bien, moi, je vous dis non. J'ai fouillé toute la littérature médicale. Je n'ai jamais vu un cas de personne, si vous voulez, qui a eu une insuffisance rénale parce qu'il avait mangé trop de protéines. En revanche, et ça je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, dans les centres de dialyse rénale, c'est-à-dire où des gens vont 2 fois par semaine se faire mettre une perfusion pour qu'on leur tire leur sang entièrement, leurs 5 litres passent dans une machine et nettoyés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de reins, ils ont des reins cuits, tués, bousillés, etc. Et bien un tiers de ces gens-là, ou même 40% parfois, sont des gens qui ont eu cette maladie à cause du sucre, parce qu'ils sont diabétiques. Donc ce n'est pas les protéines qui abîment le rein, ce sont les sucres rapides. Et le sucre tout court, et même la farine, si vous voulez. Tout ce qui fait monter le glucose dans le sang abîme les reins. Hein, abîme les reins par l'intermédiaire du diabète. Voilà. Les protéines, c'est bon pour les muscles, me dit-on. Oui, bien sûr, c'est bon pour les muscles. Parce que les muscles, de temps en temps, ils ont besoin de se recycler, hein, de refaire surtout si on ne marche pas beaucoup.
Voilà. Hein, donc, quelqu'un me dit, mais grave, c'est quoi? Grave? Par rapport à ce que les protéines, c'est bon. Ah oui, grave, c'est grave. Oui, oui, c'est à la mode, ça, c'est grave. Eh bien, écoutez, je vous dis au revoir, et puis à jeudi prochain, et je vais trouver des choses qui peuvent vous intéresser. Alors, soyez gentils. Mettez-moi des thèmes que vous aimeriez me voir développer. Hein, parce que tant qu'à faire, autant que je vous dise des choses qui vous conviennent, hein, si vous avez des problèmes de ménopause, si vous avez des problèmes de cœur, si vous avez des problèmes de foie, des problèmes de digestion, si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des problèmes de beauté, si vous avez des problèmes d'activité physique, si vous avez des problèmes de recettes, voilà, à chaque fois que vous vient une idée, eh ben, dites-moi ce qui vous préoccupe ou dites-moi comment vous aimeriez que je vous aide à solutionner un problème. Hein. Je vous dis au revoir, je vous embrasse tous, tant les hommes que les femmes, et à jeudi prochain. Au revoir.